Je n'aurais jamais pensé qu'à 68 ans je serais en train de faire semblant d'être inconscient dans un lit d'hôpital pour entendre mon propre fils murmurer « C'est la dernière fois que tu respires, vieux ». Pendant qu'il débranchait mon oxygène avec ses propres mains pour me tuer pour de l'argent. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche parce que chaque jour nous avons de nouvelles histoires. Mets un like et dis-nous en commentaire depuis quelle ville tu nous regardes. Je m'appelle Miguel Ángel Vázquez Moreno et ce que je vais te raconter a changé pour toujours ma façon de voir la famille, la loyauté et la vraie valeur des personnes que nous croyons connaître. Pendant 68 ans, j'ai construit une vie que je croyais solide, une entreprise prospère, Construction Vázquez, que j'ai bâtie brique par brique depuis mes 25 ans. J'avais une femme merveilleuse, Béatrice, ma compagne fidèle depuis 4 décennies, et 2 enfants que je croyais être ma plus grande fierté. Elena, ma fille de 39 ans, a toujours été indépendante et travailleuse. Dès son jeune âge elle a montré un caractère fort et des principes solides. Elle est partie à Barcelone il y a 15 ans pour développer sa carrière d'architecte, nous rendant visite religieusement chaque mois et gardant un contact constant. Elle ne m'a jamais demandé d'argent et n'a jamais montré un intérêt exagéré pour les affaires familiales. Adrián, au contraire, a toujours été différent. À 42 ans, marié avec Pilar depuis 10 ans, il n'a jamais réussi à s'établir professionnellement de façon indépendante. Il a travaillé de temps en temps dans l'entreprise familiale, mais sans véritable engagement ni responsabilité. Ses changements de travail constants et ses projets ratés m'inquiétaient, mais j'ai toujours justifié son comportement en pensant qu'il finirait par mûrir. Le 10 mars 2024, je suis entré à l'hôpital universitaire La Paz avec une pneumonie sévère. Les médecins ont expliqué que mon âge compliquait la situation, ce qui nécessitait une hospitalisation prolongée et de l'oxygène en continu. Durant les premiers jours, Adrián et Pilar ont montré une inquiétude sincère, venant me voir tous les jours et m'offrant de l'aide constamment. Mais quelque chose a commencé à m'inquiéter. Les questions d'Adrián devenaient étrangement précises et insistantes. Il ne demandait pas tellement pour ma santé, mais pour des documents, des mots de passe bancaire, la localisation de papiers importants et des détails sur mon testament. « Papa, où gardes-tu les documents de la banque? Est-ce que ton testament est à jour? Et qui a les codes de l'entreprise ?» Au début, j'ai interprété ces questions comme une inquiétude naturelle face à mon état. Je pensais qu'il voulait être prêt à aider en cas d'urgence. J'ai même été ému de voir mon fils apparemment si impliqué et responsable pour la première fois depuis des années. Mais il y avait quelque chose dans son ton, dans son insistance, dans la façon dont ses yeux brillaient quand je mentionnais des chiffres ou des papiers importants. Pilar participait aussi activement à ces conversations, mémorisant chaque détail que je donnais. Leur regard complice, quand ils pensaient que je ne les observais pas, commençait à me donner une sensation étrange dans le ventre. Le docteur Carlos Jiménez Ortega, mon médecin traitant, était optimiste sur ma guérison, mais il insistait sur l'importance du repos total et de l'oxygène continu. Don Miguel, votre organisme répond bien au traitement, mais vous devez éviter tout stress ou choc. L'oxygène est vital pour votre guérison complète, m'expliquait-il pendant ses rondes du matin. Pendant ces premiers jours, branché à l'appareil d'oxygène, j'ai commencé à observer plus attentivement le comportement de ceux qui m'entouraient. Béatrice, ma femme, montrait une inquiétude sincère et maternelle, m'apportant de la nourriture maison et me tenant informé des petites choses de la maison. Ces larmes quand les médecins expliquaient mon état étaient vraies, elles venaient du cœur. Elena appelait depuis Barcelone 3 fois par jour, demandant toujours des détails médicaux précis et proposant de voyager immédiatement si c'était nécessaire. « Papa, comment sont tes niveaux d'oxygène? Les médecins ont changé ton traitement? Je peux prendre le premier vol demain, me disait-elle d'une voix brisée par la distance et l'inquiétude. Adrián et Pilar, en revanche, semblaient plus intéressés par les aspects matériels que par mon véritable bien-être. Leur conversation finissait toujours par tourner vers les finances, les propriétés et l'avenir de l'entreprise. Quand ils parlaient de ma santé, ça sonnait faux, artificiel, comme s'ils suivaient un protocole social plutôt qu'exprimer un sentiment réel. Le 4e jour d'hospitalisation, quelque chose a changé définitivement ma vision. La nuit du 14 mars a changé ma vie pour toujours. Il était environ 3h15 du matin quand j'ai entendu des pas silencieux s'approcher de ma chambre. Les sédatifs qu'on m'avait donnés pour m'aider à dormir me maintenaient dans un état de somnolence, mais mon esprit restait partiellement éveillé. J'ai reconnu immédiatement la silhouette d'Adrián, entrant discrètement par la porte entr'ouverte. Il bougeait avec une précision calculée, comme s'il avait répété chaque geste à l'avance. La faible lumière du couloir créait des ombres inquiétantes sur son visage,
révélant une expression que je n'avais jamais vue chez mon fils. Froide, déterminée, complètement dépourvue de tout amour filial. Mon instinct de survie s'est activé immédiatement. Quelque chose dans son comportement m'a alerté d'un danger imminent. J'ai décidé de garder les yeux fermés et de contrôler ma respiration, faisant semblant d'être profondément endormi. C'était une décision qui allait me sauver la vie. Adrian s'est approché lentement de mon lit, s'arrêtant à côté de l'appareil d'oxygène qui me maintenait en vie. Pendant plusieurs secondes, il est resté immobile, comme pour vérifier que j'étais bien inconscient. Je pouvais sentir sa respiration nerveuse, le tremblement léger de ses mains, la tension dans tout son corps. Ce qui est arrivé ensuite a dépassé mes pires cauchemars. Avec des gestes lents et calculés, il a commencé à manipuler le tube d'oxygène connecté à mon nez. D'abord il a desserré légèrement la connexion, comme pour tester la résistance du système. Puis, avec une détermination glaciale, il a complètement débranché l'arrivée d'oxygène. À ce moment, penché vers mon oreille, il a murmuré les mots qui resteront gravés dans ma mémoire pour toujours. « C'est la dernière fois que tu respires, vieux. Il est temps que tu te reposes pour toujours et que tu nous laisses vivre en paix. » Le choc m'a presque fait réagir malgré moi, mais j'ai réussi à garder un contrôle total. Mon cœur battait à toute vitesse, mais j'ai continué à faire semblant d'être inconscient, écoutant chaque mot qui sortait de la bouche de mon propre fils. « Pilar avait raison », a-t-il continué à voix basse, pensant que je ne pouvais pas l'entendre. « Ça fait des années qu'on attend que tu prennes la décision de prendre ta retraite et de nous transférer l'entreprise, mais ton entêtement est en train de nous ruiner. Les banques n'attendront plus, papa. Nous avons pris des engagements en pensant à l'héritage et maintenant nous avons besoin de liquidités immédiates. » Ces mots révélaient une planification macabre qui m'a laissé complètement détruit. Ce n'était pas un coup de folie ou une décision désespérée. C'était un plan soigneusement préparé entre lui et sa femme pour m'éliminer et s'approprier tout ce que j'avais construit durant des décennies de travail honnête. Construction Vasquez vaut facilement 2,5 millions d'euros sur le marché actuel, a-t-il continué son monologue sinistre. Avec cette somme, nous pouvons payer les dettes de l'appartement à Marbella, les prêts personnels que nous avons pris l'année dernière, et il nous restera encore assez d'argent pour vivre confortablement sans travailler pendant plusieurs années. L'ampleur de sa trahison m'a frappé comme un coup de marteau. Il n'essayait pas seulement de me tuer, mais en plus il avait utilisé mon entreprise comme garantie pour contracter des dettes personnelles, sans mon accord ni ma connaissance. La confiance que j'avais placée en lui pendant des années avait été trahie systématiquement. Elena ne saura jamais rien, a-t-il poursuivi avec une froideur terrifiante. Elle vit trop loin et elle a toujours été déconnectée des affaires de famille. Quand elle reviendra de Barcelone pour l'enterrement, nous aurons déjà légalisé le transfert des biens. Pilar a déjà consulté son cousin avocat pour les démarches de succession rapide. Chaque mot était comme un coup de couteau dans mon cœur de père. Le fils que j'avais élevé, éduqué et aimé sans condition pendant 40 ans était en train de planifier ma mort avec la même simplicité qu'on planifie des vacances. Pendant environ 10 minutes, je suis resté sans oxygène supplémentaire, sentant mon corps commencer à souffrir des premiers signes de privation. Mon entraînement mental, développé pendant des années de décision d'affaires sous pression, m'a permis de garder un calme extérieur, alors qu'à l'intérieur je luttais contre la panique et le besoin désespéré de respirer profondément. Adrian continuait à parler, apparemment satisfait de l'avancement de son plan diabolique. Demain matin, quand les infirmières découvriront que l'appareil s'est débranché accidentellement pendant la nuit, il sera trop tard. À ton âge et avec la pneumonie, personne ne soupçonnera rien d'étrange. Ce sera classé comme une fatalité médicale naturelle. La précision de sa planification me montrait que ce n'était pas un plan improvisé. Ils avaient étudié attentivement mon état de santé, les protocoles de l'hôpital, les routines du personnel infirmier et avaient calculé exactement comment exécuter le crime parfait sans éveiller de soupçons. À ce moment critique, quand je commençais à sentir des étourdissements à cause du manque d'oxygène, j'ai entendu des pas approcher dans le couloir de l'hôpital. Les pas se rapprochaient rapidement. Adrian paniqua en se rendant compte que quelqu'un venait directement vers ma chambre à 7 heures de la nuit. Avec des gestes maladroits et désespérés, il essaya de reconnecter en urgence le tube d'oxygène, mais son agitation le trahit. La porte s'ouvrit complètement et la lumière du couloir éclaira toute la scène. C'était Carmen Soto Navarro, l'infirmière chef du service de nuit, une femme de 45 ans avec plus de 20 ans d'expérience hospitalière. Son regard professionnel et entraîné comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Que faites-vous ici à cette heure, monsieur Vasquez ?» demanda Carmen d'un ton ferme mais poli,
en s'adressant à Adrian tout en allumant les lumières de la chambre. Ses yeux se posèrent aussitôt sur l'appareil d'oxygène, remarquant que les connexions n'étaient pas dans leur position normale. Adrian balbutia, visiblement nerveux, cherchant désespérément une explication crédible. Je suis venu vérifier comment allait papa. Il me semblait qu'il respirait avec difficulté et j'ai remarqué que le tube de l'oxygène était un peu desserré. Je voulais juste le sécuriser un peu mieux. Carmen s'approcha du matériel médical, inspectant soigneusement chaque connexion avec l'expérience de quelqu'un qui a déjà vu ce genre de situation. C'est étrange, monsieur Vasquez. J'ai moi-même vérifié cet appareil il y a moins de 2 heures, pendant ma ronde de 1h30, et tout était parfaitement branché et fonctionnait normalement. La tension dans la chambre était telle qu'on aurait pu la couper au couteau. Adrian essayait de garder son calme, mais des gouttes de sueur commençaient à apparaître sur son front. Peut-être que ça s'est desserré tout seul. Vous savez comment sont ces équipements hospitaliers. Parfois les connexions bougent. Pendant ce temps, je continuais à faire semblant d'être profondément endormi, mais à l'intérieur mon esprit travaillait à une vitesse folle, analysant tout ce que j'avais entendu. Carmen représentait mon salut immédiat, mais je comprenais aussi que je devais gérer cette situation avec une prudence extrême pour ne pas alerter Adrian trop tôt sur le fait que je connaissais ses intentions meurtrières. Carmen prit sa petite lampe de poche et examina attentivement mes signes vitaux, vérifiant mon pouls, ma température et mes niveaux de saturation en oxygène sur l'écran digital. Les paramètres de Monsieur Moreno montrent une légère irrégularité ces dernières minutes. La saturation a baissé temporairement, mais maintenant elle se stabilise. Est-ce que c'est normal, demanda Adrian, essayant de paraître inquiet, mais incapable de cacher complètement son stress. Avec des patients de l'âge de votre père et dans son état médical actuel, toute interruption de l'apport en oxygène peut être potentiellement dangereuse, expliqua Carmen tout en notant soigneusement la situation dans sa tablette électronique. C'est pour ça que nous avons des protocoles stricts et que nous faisons des contrôles toutes les 2 heures. Je regardais discrètement Carmen enregistrer chaque détail avec minutie, l'heure exacte, l'état de l'appareil, la présence d'Adrian, les irrégularités de mes signes vitaux. Son professionnalisme et son attention aux détails me rassuraient partiellement, sachant qu'elle avait laissé une trace écrite de ce qui venait de se passer. Monsieur Vasquez, je vous remercie de vous soucier de votre père, mais je dois vous rappeler que les visites hors horaires établies nécessitent une autorisation préalable du personnel médical, poursuivit Carmen avec fermeté et diplomatie. De plus, toute manipulation du matériel médical doit être faite uniquement par du personnel qualifié. Adrian acquiesça avec soumission, mais je pouvais sentir la frustration et la colère contenues dans son visage. Son plan parfait avait été interrompu au moment le plus critique et maintenant il devait se retirer sans avoir atteint son objectif macabre. Bien sûr, infirmière, je me souciais seulement de papa. Vous êtes sûr qu'il est stable maintenant, demanda-t-il, tentant une dernière fois d'obtenir des informations sur mon état réel. Monsieur Moreno répond correctement au traitement. Ses signes vitaux se sont complètement normalisés et l'apport d'oxygène fonctionne bien, répondit Carmen tout en effectuant une dernière vérification. Je vous conseille de revenir pendant les horaires de visite établis, de 10h à 20h. Après que Adrian soit parti à contre-cœur, Carmen resta plusieurs minutes supplémentaires dans la chambre, réalisant une révision complète de tous les systèmes de contrôle. Son expérience lui avait appris à faire confiance à ses instincts, et quelque chose dans cette situation ne lui paraissait pas normal. Une fois que nous fûmes seuls, j'ouvris légèrement les yeux et murmurai très bas. Infirmière Carmen. Elle s'approcha immédiatement, surprise que je sois conscient. Monsieur Moreno, comment vous sentez-vous? Vous étiez réveillé pendant la visite de votre fils? J'ai tout entendu, lui avouai-je d'une voix presque inaudible. J'ai besoin de passer un appel urgent, mais personne ne doit le savoir. C'est une question de vie ou de mort. Carmen me regarda sérieusement, comprenant la gravité de mes mots. Son expérience hospitalière lui avait appris à reconnaître les situations familiales compliquées, et mon ton désespéré lui confirma que quelque chose de très grave se passait. « Que voulez-vous que je fasse, monsieur Moreno ?» demanda-t-elle avec professionnalisme et discrétion totale. « Mon téléphone portable est dans le tiroir de la table de nuit. J'ai besoin d'appeler mon avocat, Javier Moral Sanchez. Il faut absolument que je lui parle avant que mon fils ne revienne demain. » Carmen prit discrètement mon téléphone et m'aida à passer l'appel. Il était 4h20 du matin, mais Javier était un ami de confiance depuis plus de 20 ans et je savais qu'il répondrait à une urgence réelle, peu importe l'heure. « Miguel, que se passe-t-il ?»« Tu vas bien ?» répondit Javier, inquiet,
après la 3e sonnerie. Javier, j'ai besoin de te voir d'urgence à l'hôpital. C'est une urgence légale et personnelle que je ne peux pas expliquer par téléphone. Peux-tu venir maintenant? Bien sûr, Miguel. J'arriverai dans 40 minutes maximum. As-tu besoin que j'apporte des documents précis? Apporte tout ce qui concerne mon testament actuel et les papiers de l'entreprise. Nous allons faire des changements immédiats et définitifs. Javier arriva à l'hôpital exactement à 5h10 du matin, habillé d'un costume formel et portant sa mallette en cuir noir. Carmen avait discrètement organisé son entrée en le présentant au personnel de sécurité comme un médecin consultant spécialiste, venu évaluer mon cas à la demande de la famille. La stratégie fonctionna parfaitement. Dans un hôpital comme La Paz, les consultations médicales d'urgence à toute heure sont normales, surtout pour des patients âgés avec des complications respiratoires. Javier avait même apporté une blouse blanche, qu'il mit comme déguisement crédible. « Miguel, explique-moi exactement ce qui s'est passé », dit Javier une fois que Carmen nous laissa seuls, fermant la porte et surveillant discrètement de l'extérieur. Je lui ai raconté chaque détail de l'expérience traumatisante, l'entrée discrète d'Adrián, la déconnexion volontaire de l'oxygène, ses aveux sur ses plans avec Pilar, les dettes contractées en utilisant mon entreprise comme garantie sans mon accord, et son sang-froid glaçant en planifiant mon assassinat comme une solution financière. Javier écoutait avec une expression de plus en plus grave, prenant des notes précises dans son carnet juridique. Son expérience d'avocat spécialisé en droit familial et succession lui permit de comprendre immédiatement les implications légales et personnelles de toute la situation. Miguel, ceci constitue une tentative d'homicide avec préméditation, m'expliqua-t-il avec un sérieux absolu. Mais avant d'engager toute action en justice, nous devons protéger immédiatement ton patrimoine. Si Adrián a contracté des dettes en utilisant l'entreprise comme garantie, il pourrait faire saisir des biens à tout moment. C'est exactement pour ça que je t'ai appelé, Javier. J'ai besoin de modifier complètement mon testament cette nuit même. Adrián doit être totalement exclu de tout héritage. Et Elena doit recevoir la totalité de mes biens et de l'entreprise. Javier ouvrit sa mallette et sortit plusieurs documents juridiques ainsi que son ordinateur portable. J'ai ici ton testament actuel daté de septembre 2021, où tu as établi une distribution équitable entre Adrián et Elena. Es-tu absolument sûr de vouloir l'éliminer totalement? Cette décision sera irréversible. Absolument sûr, répondis-je sans aucune hésitation. Un fils qui tente d'assassiner son propre père pour de l'argent ne mérite pas un seul euro de ce que j'ai construit pendant toute ma vie. Elena a toujours montré de l'intégrité, de l'indépendance et des valeurs solides. Elle sera l'unique héritière. Pendant l'heure suivante, Javier rédigea méticuleusement le Nouveau Testament avec des précisions juridiques exactes. Le document établissait qu'Elena Vázquez Ruiz recevrait 100% de Construcción Vázquez, toutes les propriétés immobilières, les comptes bancaires, les investissements et tout actif de valeur appartenant à mon patrimoine personnel. En même temps, nous avons inclus des clauses spécifiques qui invalidaient toute dette ou engagement financier contracté par Adrián en utilisant mon nom, mon entreprise ou mes biens comme garantie. Ces protections juridiques étaient fondamentales pour éviter que ces créanciers puissent réclamer une partie de mon patrimoine. Nous devons aussi contacter immédiatement Béatrice pour lancer une enquête financière complète, suggéra Javier. Nous devons identifier exactement quels engagements Adrián a contractés et auprès de quelle banque ou prêteur. Béatrice a accès à tous les dossiers de la maison et connaît l'emplacement des documents importants. Elle peut vérifier le courrier bancaire, les contrats et tout papier que Adrián aurait pu signer dans mon dos, confirmai-je. Nous avons appelé Béatrice depuis mon téléphone. Même s'il était 6h30 du matin, elle répondit immédiatement, manifestant une inquiétude évidente pour mon état de santé. « Miguel, comment te sens-tu, mon amour ? Est-ce que quelque chose s'est aggravé pendant la nuit ?» demanda-t-elle avec une tendresse sincère qui contrastait fortement avec les intentions meurtrières de notre fils. « Béatrice, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important pour moi. Va immédiatement au bureau de la maison et vérifie tous les documents bancaires des 2 dernières années. Cherche tout papier portant la signature d'Adrián, en particulier des contrats de prêt, des cautions ou des garanties impliquant nos biens. Il s'est passé quelque chose de grave, Miguel. Ta voix semble très tendue, perçut intuitivement ma femme. Je t'expliquerai les détails quand tu viendras à l'hôpital, mais il est essentiel que tu apportes toute la documentation que tu trouveras. Javier est ici avec moi et nous traitons une affaire juridique urgente liée à l'entreprise. Béatrice, toujours efficace et engagée,
confirma qu'elle serait à l'hôpital avant 9 heures avec tous les documents demandés. Sa loyauté inconditionnelle pendant 4 décennies de mariage représentait un contraste déchirant avec la trahison de notre fils. Pendant que nous attendions, Javier et moi avons planifié stratégiquement les prochaines étapes. Il était essentiel de garder une discrétion absolue sur nos démarches juridiques jusqu'à ce que toutes les modifications patrimoniales soient terminées et que nous ayons des preuves documentaires complètes des activités frauduleuses d'Adrián. Miguel, une fois que nous signerons ce nouveau testament, il sera automatiquement enregistré au registre des dernières volontés, expliqua Javier. Cependant, je recommande aussi que nous préparions une déclaration sous serment détaillant les événements de cette nuit, au cas où nous aurions besoin de porter plainte plus tard. Penses-tu que nous devrions impliquer la police immédiatement? Demandai-je, sentant encore la douleur d'un père malgré tout ce qui s'était passé. Assurons d'abord ton patrimoine et rassemblons des preuves complètes de ces activités frauduleuses. Ensuite, nous pourrons décider si nous portons plainte pour tentative d'homicide. L'infirmière Carmen sera un témoin crucial, puisqu'elle a vu la scène et a documenté les irrégularités de ton appareil médical. À 7h45 du matin, je signai solennellement le Nouveau Testament en présence de Javier comme témoin légal. Le document fut officiellement enregistré, établissant Elena comme unique héritière universelle et excluant complètement Adrián de tout avantage patrimonial. Carmen revint discrètement pour nous informer que l'équipe de jour commencerait dans 15 minutes, ce qui signifiait que nous devions terminer notre réunion secrète avant l'arrivée du nouveau personnel médical. Javier, ce document doit rester absolument secret jusqu'à ce que nous décidions du moment approprié pour le révéler, ordonnai-je en rangeant une copie dans le tiroir de ma table de nuit, cachée parmi mes effets personnels. Parfaitement compris, Miguel, je garderai une confidentialité totale jusqu'à recevoir des instructions précises de ta part. Veux-tu que je contacte directement Elena pour l'informer de la situation? Pas encore. Je préfère gérer personnellement cette conversation quand elle viendra me voir. Elena mérite d'entendre la vérité directement de moi, pas par des tiers. Javier quitta l'hôpital en gardant son déguisement de médecin consultant, emportant avec lui toute la documentation légale originale pour la garder en sécurité dans son cabinet. Je restais au lit en faisant semblant de dormir, mais intérieurement je ressentais un mélange complexe de soulagement, de profonde tristesse et d'une détermination de fer. J'avais pris la décision la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus nécessaire pour protéger ma dignité et le fruit de décennies de travail honnête. À 8h50 du matin, Béatrice arriva à l'hôpital en portant un gros classeur rempli de documents. Son visage montrait de l'inquiétude et de la confusion, clairement intriguée par ma demande urgente de vérifier des papiers financiers à une heure aussi matinale. Miguel, j'ai trouvé des choses très étranges dans le bureau, me dit-elle en s'asseyant près de mon lit et en ouvrant le classeur avec une expression grave. Il y a des documents que je n'avais jamais vus auparavant et certains ont des dates très récentes. Carmen, qui était devenue notre alliée discrète, s'assura que nous ayons une intimité totale en fermant la porte et en plaçant à l'extérieur le panneau « Ne pas déranger », consultation médicale en cours. Béatrice commença à me montrer méthodiquement chaque document suspect qu'elle avait trouvé durant sa recherche du matin. Le premier papier qu'elle me montra me provoqua un choc immédiat. C'était un contrat de prêt personnel de 85 000, daté de janvier 2024, signé par Adrián Vázquez Ruiz, utilisant comme garantie la future héritage de l'entreprise familiale. « Est-ce que tu as autorisé ça, Miguel ?» demanda Béatrice avec une incrédulité évidente dans la voix. « Je n'ai jamais vu ce document de ma vie, » répondis-je en sentant la colère monter dans ma poitrine. Adrián a utilisé mon entreprise comme garantie sans mon savoir ni mon consentement. Ceci constitue une fraude financière grave. Le deuxième document était encore plus alarmant, une demande d'hypothèque de 125 000 sur notre appartement de Marbella, présentée par Adrián et Pilar en février dernier, indiquant comme co-garant Miguel Ángel Vázquez Moreno. Ma signature avait été grossièrement falsifiée. Béatrice, compare cette signature avec ma vraie signature sur n'importe quel document officiel, lui demandai-je en montrant la falsification évidente. Les différences sont très claires pour n'importe quel expert en écriture. Nous avons continué à revoir le reste de la documentation. Il y avait des reçus de paiement à des prêteurs privés, des factures d'articles de luxe achetés à crédit et même un contrat préliminaire de vente de l'appartement de Marbella pour 380. N'est-ce pas? Précisant que la transaction se conclurait une fois la cession d'héritage formalisée. Miguel, selon ces papiers, Adrián et Pilar ont contracté des dettes totalisant plus de 180 000 au cours des 6 derniers mois, calcula Béatrice en additionnant mentalement toutes les sommes. Et tout est garanti par des biens qui, techniquement, nous appartiennent encore.
L'ampleur de la trahison financière me laissa momentanément sans voix. Non seulement ils avaient planifié mon assassinat, mais en plus ils préparaient depuis des mois le pillage méticuleux de mon patrimoine, falsifiant ma signature et engageant des biens familiaux sans aucune autorisation légale. À ce moment critique, le docteur Carlos Jiménez entra pour sa ronde médicale du matin. Son expression changea immédiatement en voyant le dossier de documents étalé sur mon lit et la tension évidente dans la pièce. « Bonjour, monsieur Moreno. Comment vous sentez-vous ce matin ? Je vois que vous avez de la visite tôt, dit-il en consultant mon dossier médical sur sa tablette. Le docteur Jiménez, j'ai besoin de vous consulter pour quelque chose de très important, répondis-je d'un ton sérieux qui capta aussitôt son attention professionnelle. L'infirmière Carmen du service de nuit a été témoin d'une situation très irrégulière dans ma chambre cette nuit. Pourriez-vous lui parler afin de connaître les détails ? Le docteur acquiesça et appela Carmen par l'interphone interne. Elle arriva quelques minutes plus tard avec son rapport d'incident nocturne. Docteur, j'ai noté une anomalie significative vers 3h30 du matin, expliqua Carmen avec un professionnalisme total. Le fils du patient manipulait l'appareil d'oxygène sans autorisation. Quand je suis arrivé, le tube était débranché et les niveaux de saturation de monsieur Moreno avaient baissé de façon importante. Le docteur Jiménez fronça les sourcils en lisant attentivement le rapport écrit que Carmen lui remit. C'est très grave, monsieur Moreno. Toute interruption non autorisée de l'apport en oxygène peut avoir des conséquences fatales pour un patient dans votre état. Le docteur, sur la base de cette situation et pour des raisons de sécurité personnelle, je demande l'installation d'un système de surveillance visuelle dans ma chambre, le priai-je directement. Je crains que des incidents similaires ne se répètent. Le médecin réfléchit un instant à ma demande. C'est une requête très inhabituelle, monsieur Moreno, mais compte tenu des circonstances documentées par l'infirmière Carmen, je peux justifier l'installation de caméras de sécurité comme mesure préventive médicale. Je vous en serais infiniment reconnaissant, docteur. Ma tranquillité d'esprit est essentielle pour ma guérison, et ces incidents me causent énormément de stress, insistai-je d'un ton convaincant. Très bien. Je vais contacter immédiatement le département de sécurité de l'hôpital pour qu'ils installent un système de vidéosurveillance discrète avant midi. Les caméras enregistreront toute activité dans votre chambre 24h24. Une fois le docteur Jiménez parti pour coordonner l'installation du système de sécurité, Béatrice et moi avons continué à analyser les documents frauduleux. Chaque papier représentait une nouvelle couche de trahison et de manipulation exécutée dans mon dos depuis des mois. « Miguel, il y a quelque chose d'autre que je dois te montrer, » dit Béatrice avec une expression particulièrement grave en sortant une enveloppe fermée du fond du dossier. J'ai trouvé ça caché derrière d'autres documents dans le tiroir du bas du bureau. J'ouvris l'enveloppe et découvris une série de photographies de nos biens les plus précieux, la maison principale, l'appartement de Marbella, le siège de Construction Vasquez et plusieurs terrains d'investissement. Chaque photo comportait des annotations manuscrites avec des estimations de valeur marchande et des dates prévues de vente. Béatrice, cela prouve qu'ils ont systématiquement catalogué tous nos actifs pour les liquider ensuite, analysai-je en examinant chaque image. Ce n'était pas un plan improvisé. Ils préparaient ce pillage depuis longtemps. Les preuves accumulées dressaient un tableau dévastateur de préméditation, de fraude et de trahison familiale qui dépassait mes pires craintes. Adrian et Pilar n'avaient pas seulement planifié ma mort, ils préparaient aussi méthodiquement l'appropriation de tout mon patrimoine. « Que faisons-nous maintenant, Miguel ?» demanda Béatrice, les larmes aux yeux, clairement écrasée par l'ampleur de la trahison de notre fils. « Maintenant, nous attendons, » répondis-je avec une froide détermination. Les caméras seront installées avant midi, et je suis certain que Adrian reviendra pour tenter de terminer ce qu'il a commencé la nuit dernière. Cette fois, nous aurons une preuve visuelle irréfutable de ses intentions meurtrières. À 11h45, des techniciens spécialisés du département de sécurité de l'hôpital terminèrent d'installer discrètement 2 caméras haute définition dans ma chambre. L'une était placée stratégiquement pour filmer toute la zone de l'appareil médical, tandis que l'autre offrait une vue panoramique complète de la pièce. Le chef de la sécurité, un homme expérimenté nommé Roberto Castillo Mene, m'expliqua personnellement le fonctionnement du système. « Monsieur Moreno, les caméras enregistreront en continu en haute résolution avec son ambiant. Tout sera sauvegardé automatiquement sur nos serveurs centraux, et vous pourrez aussi accéder aux images en direct depuis ce petit moniteur discret. » Il me montra un petit écran tactile installé près de mon lit, camouflé parmi le matériel médical habituel. « Si vous remarquez une situation suspecte,
vous pouvez appuyer sur ce bouton d'alerte silencieuse et le personnel de sécurité interviendra immédiatement sans faire de bruit. Béatrice resta à mes côtés toute la matinée, organisant soigneusement toutes les preuves documentaires que nous avions rassemblées. Nous avons créé un dossier chronologique complet de chaque transaction frauduleuse, chaque signature falsifiée et chaque engagement financier illégal pris par Adrian en utilisant mon patrimoine. Miguel, Elena a appelé il y a une demi-heure pour demander de tes nouvelles, m'informa Béatrice. Je lui ai dit que tu étais stable, mais que tu préférais te reposer aujourd'hui. Quand comptes-tu lui raconter toute cette situation? Après avoir obtenu une preuve visuelle définitive des intentions d'Adrian, répondis-je fermement. Elena mérite de connaître toute la vérité, mais je veux avoir des preuves irréfutables avant de briser son image de frère. Au cours des premières heures de l'après-midi, plusieurs membres du personnel médical firent leurs rondes habituelles, commentant tous positivement ma nette amélioration. Ironie du sort, alors que ma santé physique se rétablissait, mon univers émotionnel s'effondrait à cause de la trahison familiale. À 14h30, le docteur Jiménez arriva avec des nouvelles médicales encourageantes. Monsieur Moreno, vos niveaux d'oxygène se sont complètement stabilisés et l'infection pulmonaire répond très bien aux antibiotiques. Si nous continuons ainsi, nous pourrons envisager votre sortie d'hôpital dans une semaine. Le docteur, serait-il possible de maintenir mon apparence de faiblesse encore quelques jours? Demandai-je avec une requête qui le surprit visiblement. Pour des raisons personnelles que je préfère ne pas détailler, j'ai besoin que tout visiteur me perçoive encore faible et vulnérable. Le médecin m'observa avec curiosité, mais respecta ma confidentialité. Je peux ajuster la médication pour maintenir une certaine somnolence apparente et nous pouvons continuer l'oxygène supplémentaire, même si ce n'est plus strictement nécessaire. Est-ce lié au système de sécurité que nous avons installé, demanda-t-il. Exactement, docteur. Merci pour votre compréhension et votre discrétion absolue, confirmai-je avec soulagement. Béatrice rentra temporairement à la maison pour préparer de la nourriture et rapporter des vêtements propres, mais avant, nous avons organisé des signaux discrets pour communiquer pendant les moments critiques. Si quelque chose de grave se produisait, elle reviendrait immédiatement. Le 16 mars commença avec une tension palpable dans l'air. J'avais dormi de façon agitée, anticipant mentalement les scénarios possibles de la journée. Les caméras avaient enregistré une nuit calme, mais mon instinct me disait que Adrian reviendrait bientôt pour terminer son plan macabre. À 10h15 du matin, exactement comme je l'avais anticipé, Adrian apparut à la porte de ma chambre. Il portait des fleurs fraîches et une expression de préoccupation feinte que je pouvais désormais identifier clairement comme une mise en scène calculée. « Bonjour papa, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il en plaçant les fleurs dans un vase près de la fenêtre. Son comportement semblait parfaitement normal pour tout observateur extérieur. Je gardais les yeux mi-clos et respirais avec difficulté apparente, simulant être plus faible que je ne l'étais réellement. « Adrian, je me sens très fatigué aujourd'hui » murmurai-je d'une voix à peine audible. « Ne t'inquiète pas, papa. Les médecins disent que ta guérison se passe très bien. Tu dois juste te reposer, et bientôt tu seras à la maison avec nous, répondit-il en s'asseyant près de mon lit avec une tendresse fausse. Durant les 20 minutes suivantes, nous avons eu une conversation superficielle sur des sujets quotidiens. Adrian a posé des questions sur mon appétit, mes niveaux de douleur et mes attentes de récupération. Tout semblait parfaitement normal, comme n'importe quelle conversation entre un père et son fils pendant une hospitalisation. Cependant, j'observais discrètement chacun de ses gestes, en attendant le moment où il révélerait ses véritables intentions. Les caméras enregistraient silencieusement chaque mot, chaque geste, chaque expression du visage qui servirait ensuite de preuve légale et irréfutable. À 11h30, Adrian se leva et marcha vers la fenêtre, admirant apparemment la vue extérieure de l'hôpital. « Papa, il y a quelque chose dont j'ai besoin de parler avec toi quand tu te sentiras plus en forme, » dit-il sans se tourner vers moi. « De quoi as-tu besoin, mon fils ?» demandai-je, en gardant mon jeu d'extrême faiblesse. « C'est à propos de l'entreprise, papa. Pilar et moi avons pensé que tu devrais peut-être envisager de transférer progressivement la gestion à la génération suivante. Tu as déjà 68 ans et cet épisode médical nous a fait réfléchir à l'avenir. » Ces mots confirmaient exactement ce que j'avais entendu pendant sa confession nocturne 2 jours plus tôt. Il commençait la conversation qui le conduirait finalement à révéler ses plans criminels devant les caméras. « Adrian, je ne me sens pas encore prêt pour ces décisions importantes, » répondis-je faiblement, lui donnant de la corde pour continuer à développer sa stratégie. « Je comprends parfaitement, papa,
mais réfléchis Y. Construction Vasquez pourrait valoir plus de 2 millions d'euros si nous décidons de la vendre au bon moment. Avec cette somme, toi et maman pourriez vivre confortablement sans soucis financiers pour le reste de votre vie. La cupidité dans sa voix devenait de plus en plus évidente tandis qu'il décrivait ses plans de liquidation de mon patrimoine. Je continuais à faire semblant d'être trop faible pour traiter pleinement ses suggestions, ce qui l'encouragea à être plus précis et direct dans ses propositions. En plus, papa, Elena vit à Barcelone et n'a clairement aucun intérêt pour les affaires familiales. Il serait plus pratique que Pilar et moi nous occupions de tous les aspects administratifs et juridiques, ajouta-t-il en revenant s'asseoir près de mon lit. C'était exactement l'ouverture que j'attendais. Adrian, je crois que j'ai besoin de me reposer encore un peu, murmurai-je en fermant complètement les yeux et en détendant tout mon corps pour simuler que je m'endormais profondément d'épuisement. Mon jeu fonctionna parfaitement. Adrian resta plusieurs minutes à m'observer en silence, vérifiant apparemment que j'étais complètement inconscient. Je sentis son souffle s'approcher de mon visage, vérifiant probablement la profondeur de ma prétendue inconscience. Une fois convaincu que j'étais totalement vulnérable, son comportement changea radicalement. Sa voix prit le même ton froid et calculateur que j'avais entendu pendant la nuit du 14 mars. « Parfait, vieux têtu », murmura-t-il pour lui-même en se dirigeant de nouveau vers l'appareil d'oxygène. Cette fois, il n'y aura pas d'interruptions inopportunes d'infirmières indiscrètes. Les caméras de sécurité captèrent méticuleusement chacun de ses mouvements pendant qu'il inspectait soigneusement le tube d'oxygène. Cette fois, cependant, son approche fut beaucoup plus prudente et systématique que lors de sa première tentative. 2 jours perdus à cause de cette infirmière, continua-t-il à voix basse, croyant clairement que je ne pouvais pas l'entendre. Mais maintenant j'ai assez de temps pour faire ça correctement et sans laisser d'indices suspects. Il commença par débrancher lentement le tube principal de l'apport d'oxygène, mais cette fois il manipula aussi les réglages du moniteur pour que les alarmes ne se déclenchent pas immédiatement. Sa connaissance technique me surprit et me fit comprendre qu'il avait étudié soigneusement le fonctionnement du matériel médical. Pilar avait raison quand elle a dit qu'il nous fallait un plan plus sophistiqué, confessa-t-il en continuant à manipuler les systèmes de surveillance. Les 180 000 de dettes que nous devons ne peuvent plus attendre. Les prêteurs privés commenceront à saisir des biens la semaine prochaine si nous ne payons pas tout. Ces paroles confirmaient exactement les chiffres que Béatrice et moi avions calculés à partir des documents frauduleux trouvés à la maison. Mais maintenant, j'entendais de sa propre bouche la confirmation qu'ils avaient utilisé des prêteurs illégaux, ce qui compliquait encore plus la situation financière. Construction Vasquez peut se vendre facilement pour 2,3 millions selon les évaluations que nous avons faites le mois dernier, poursuivit-il sa confession tout en vérifiant que l'oxygène avait complètement cessé de circuler. Avec cette somme, on paie toutes les dettes, on achète l'appartement à Malaga qu'on a repéré et il nous restera plus de 400 000 pour des investissements personnels. La précision de ces calculs financiers me montrait que ce n'était pas un plan improvisé né de la désespoir, mais une stratégie minutieusement planifiée depuis des mois. Ils avaient évalué professionnellement mon entreprise, identifié des acheteurs potentiels et calculé exactement combien d'argent ils tireraient de ma mort. Elena ne soupçonnera jamais rien d'étrange, continua-t-il tout en s'assurant qu'il n'y ait aucune trace physique de manipulation sur l'appareil. Elle vit trop loin et ne vient à Madrid que 2 fois par an. Quand elle viendra pour l'enterrement, nous aurons déjà terminé toutes les transactions juridiques. À cet instant, mon indignation atteignit un niveau que je n'avais jamais connu en 68 ans de vie. Je n'entendais pas seulement les détails de mon propre assassinat, mais je connaissais aussi leur plan pour tromper Elena et lui voler son héritage légitime. Le cousin avocat de Pilar a déjà préparé tous les papiers de succession express, ajouta-t-il avec une satisfaction évidente dans la voix. En Espagne, quand il n'y a pas de testament spécifique récent, les enfants héritent automatiquement à parts égales. Elena recevra sa part, bien sûr, mais nous contrôlerons la vente et la gestion de tous les actifs. Son ignorance de mon Nouveau Testament me donnait un avantage stratégique supplémentaire. Adrian et Pilar avaient basé tous leurs plans sur l'idée que mon testament de 2021 était encore en vigueur, sans imaginer que j'avais complètement modifié mes dispositions testamentaires à peine 2 jours plus tôt. Pendant environ 12 minutes, je restais sans oxygène supplémentaire tandis que Adrian organisait méticuleusement la scène pour qu'elle ressemble à une panne technique naturelle du matériel médical. Son expérience de la nuit du 14 mars lui avait appris exactement quel réglage faire pour éviter des alarmes immédiates. Cette fois, quand les infirmières découvriront le dysfonctionnement de l'appareil, il sera trop tard pour te réanimer, murmura-t-il avec une satisfaction sinistre. À ton âge et avec une pneumonie, une privation d'oxygène de 15 minutes sera définitivement fatale.
À ce moment critique, quand je commençais à sentir les premiers symptômes réels de manque d'oxygène, je décidai que j'avais obtenu suffisamment de preuves accablantes. Il était temps d'exécuter la phase finale de ma stratégie. J'appuyai discrètement sur le bouton d'alerte silencieuse que Roberto Castillo avait installé près de mon lit. Le système enverrait immédiatement un signal au centre de contrôle de sécurité et du personnel spécialisé se dirigerait vers ma chambre en moins de 2 minutes. En même temps, j'ouvris lentement les yeux et me redressai partiellement dans le lit, simulant un réveil progressif de mon profond sommeil. Mon jeu devait être parfaitement convaincant pour capturer sa réaction de surprise totale. « Adrian, qu'est-ce que tu fais avec mon oxygène ?» demandai-je d'une voix faible mais clairement audible, simulant la confusion et la désorientation d'un réveil inattendu. Son visage se transforma instantanément en un masque de terreur absolue. Ses yeux s'écarquillèrent, sa peau pâlit de façon dramatique et ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable. Je n'avais jamais vu un être humain ressentir un tel niveau de choc et de panique. « Papa, je faisais juste. » Le tube semblait mal branché, balbutia-t-il désespérément en essayant de reconnecter rapidement l'arrivée d'oxygène avec des gestes maladroits et nerveux. « Adrian, j'ai tout entendu, déclarai-je d'une voix qui retrouvait progressivement sa force et mon autorité naturelle. Chaque mot à propos des 180 000 de dettes, des plans pour vendre mon entreprise 2,3 millions et de tes intentions de me tuer pour toucher l'héritage. Ses jambes commencèrent à flancher et il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans émettre le moindre son, comme un poisson hors de l'eau cherchant à respirer. À cet instant précis, la porte s'ouvrit et 3 agents de sécurité entrèrent discrètement dans la chambre, suivis par Carmen et le docteur Jiménez, qui avaient été alertés automatiquement par le système d'urgence. « Messieurs, tout ce qui vient de se produire a été enregistré par nos caméras de sécurité, annonça Roberto Castillo en montrant sa tablette avec les images en temps réel. Nous avons une preuve visuelle complète d'une manipulation non autorisée de l'équipement médical et des aveux explicites d'intention criminelle. Adrian s'effondra complètement sur une chaise, se couvrant le visage avec ses mains tandis qu'il sanglotait de façon incontrôlable. « S'il vous plaît, n'appelez pas encore la police, murmura-t-il entre ses larmes désespérées. « Papa, puis-je tout expliquer ? Les choses sont devenues très compliquées et nous ne savions pas quoi faire. Je n'ai jamais voulu vraiment te blesser. » Son pathétisme me causa un mélange de mépris et de pitié que je n'aurais jamais cru ressentir pour mon propre fils. Après avoir entendu ses confessions détaillées sur ses plans d'assassinat, il essayait maintenant de minimiser la gravité de ses actes criminels. « Roberto, je vous prie de reproduire les enregistrements complets pour que tous ici entendent exactement ce que mon fils a avoué pendant qu'il croyait que j'étais inconscient, demandai-je d'un ton ferme et maîtrisé. Roberto Castillo connecta sa tablette au grand écran de la chambre et lança toute la séquence enregistrée depuis le moment où Adrian avait commencé à manipuler l'appareil d'oxygène. Les images étaient nettes et l'audio captait parfaitement chaque mot de sa confession. Le docteur Jiménez écoutait avec une expression de plus en plus grave, tandis que Carmen prenait des notes supplémentaires pour le rapport médical officiel. Les agents de sécurité restaient en position, prêts à intervenir si la situation s'aggravait. Monsieur Moreno, selon ces enregistrements, votre fils n'a pas seulement tenté d'interrompre volontairement votre apport d'oxygène, mais il a aussi confessé explicitement son intention de causer votre mort pour un bénéfice économique, déclara Roberto avec un professionnalisme absolu. « Papa, je t'en supplie, pardonne-moi. » implora Adrian en s'agenouillant près de mon lit. Nous étions désespérés à cause des dettes. Les usuriers nous ont menacés de violence si nous ne payions pas cette semaine. Nous n'avons trouvé aucune autre solution. Adrian, contracter 180 000 de dettes en utilisant mon entreprise et mes biens comme garantie sans mon autorisation est déjà une fraude financière grave, lui répondis-je avec une froideur absolue. Mais planifier mon assassinat comme solution à tes problèmes financiers dépasse toutes les limites imaginables. À ce moment-là, Javier Moral apparut à la porte de la chambre. Je l'avais appelé discrètement la nuit précédente et nous avions convenu qu'il arriverait exactement à 7 heures avec tous les documents légaux nécessaires pour la confrontation finale. « Bonjour Miguel. Je vois que la situation s'est développée comme nous l'avions anticipé, dit Javier en entrant, portant sa mallette en cuir et observant la scène avec sérieux mais maîtrise. Adrian reconnut immédiatement notre avocat de famille et son visage pâlit encore plus, comprenant instinctivement que la présence de Javier signifiait des complications juridiques supplémentaires. Javier, montre à Adrian le document que nous avons officiellement enregistré le 15 mars 2024, demandai-je directement, sans préambule ni explications inutiles. Javier sortit un dossier de sa mallette et remit une copie certifiée du Nouveau Testament à Adrian,
qui le reçut avec des mains tremblantes. Ses yeux parcoururent rapidement le document tandis que son expression passait du choc initial à l'horreur absolue. Ceci ne peut pas être vrai, murmura-t-il en lisant les clauses qui l'excluaient totalement de tout héritage. Papa, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton fils. Tu étais mon fils jusqu'au moment où tu as décidé de devenir mon assassin potentiel, rétorquai-je avec une fermeté qui surprit même ceux qui me connaissaient bien. Ce testament établit qu'Elena Vasquez Ruiz recevra la totalité de Construction Vasquez, toutes les propriétés immobilières, les comptes bancaires et tout actif de valeur appartenant à mon patrimoine. Adrian commença à hyperventiler en comprenant les conséquences complètes de sa nouvelle réalité. Non seulement il avait perdu tout espoir d'héritage, mais il faisait aussi face à des accusations criminelles pour tentative d'homicide et fraude financière. De plus, Adrian, ce testament inclut des clauses spécifiques qui annulent toute dette contractée en utilisant mon nom, mon entreprise ou mes biens comme garantie sans autorisation écrite explicite, ajouta Javier avec un ton professionnel implacable. Cela signifie que les 180 000 que tu dois aux prêteurs privés sont entièrement de ta responsabilité personnelle. Je continuai à expliquer les conséquences légales de ces actions frauduleuses. Mon patrimoine est totalement protégé de toute réclamation de tes créanciers. C'est à ce moment que Pilar choisit de faire une entrée dramatique dans la chambre, apparemment alertée par quelqu'un de la situation critique qui se déroulait. Son visage reflétait un mélange de rage et de désespoir qui la faisait paraître totalement hors de contrôle. « Qu'est-ce qui se passe ici » cria-t-elle en avançant agressivement vers moi. « Pourquoi y a-t-il des gardes de sécurité et pourquoi Adrian pleure-t-il »« Pilar, ton mari vient d'être pris en flagrant délit en essayant de m'assassiner pour la deuxième fois afin d'encaisser un héritage qui n'existe déjà plus, expliquai-je avec un calme absolu, savourant secrètement sa réaction d'incrédulité totale. Roberto relança les enregistrements pour Pilar, qui écouta avec une horreur croissante les confessions détaillées d'Adrian concernant ses plans criminels et les dettes contractées frauduleusement. « C'est un piège !» hurla Pilar à la fin de l'écoute. « Vous avez manipulé ces enregistrements pour incriminer Adrian. Mon beau-père a toujours été manipulateur et contrôleur. Madame, ces enregistrements ont été réalisés avec du matériel professionnel de sécurité hospitalière, certifié légalement, intervint Roberto en montrant les métadonnées techniques qui garantissaient l'authenticité des images. Tout expert judiciaire confirmera qu'elles n'ont pas été altérées ni manipulées. Carmen ajouta son témoignage professionnel. De plus, j'ai personnellement été témoin de la première tentative de manipulation de l'appareil d'oxygène pendant la nuit du 14 mars. Tout est documenté dans mes rapports officiels. Pilar se tourna vers Adrian, cherchant désespérément une explication qui pourrait minimiser la gravité de la situation, mais il restait paralysé par le choc et la compréhension que sa vie venait de changer irréversiblement. Adrian, dis quelque chose. Explique-leur que c'est un malentendu, le supplia-t-elle en le secouant par les épaules. Il n'y a rien à expliquer, Pilar, répondit Adrian d'une voix brisée. Nous l'avons planifié ensemble. Nous avions besoin d'argent et nous pensions que personne ne le découvrirait jamais. Sa confession finale détruisit toute possibilité de déni ou de manipulation ultérieure. Ils avaient tous deux été exposés complètement, avec des preuves irréfutables de leurs intentions criminelles et de leurs activités frauduleuses. Javier, procède aux démarches légales nécessaires pour protéger totalement mon patrimoine, lui ordonnai-je en observant la chute de ce couple que j'avais un jour considéré comme ma famille. J'ai déjà préparé les plaintes pour tentative d'homicide, fraude documentaire et usage de faux, confirma Javier. J'ai aussi contacté un spécialiste en délits économiques pour récupérer tout actif qu'ils auraient transféré illégalement. La justice commençait enfin à se manifester. La réaction de Pilar fut explosive et totalement prévisible. Elle se jeta vers mon lit en criant des accusations incohérentes, tandis que les gardes de sécurité l'interceptaient professionnellement avant qu'elle ne puisse m'atteindre physiquement. « Et tu es un monstre !» hurla-t-elle avec une fureur incontrôlée. « Adrian est ton fils. Comment peux-tu détruire ta propre famille pour de l'argent? Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait par désespoir, pas par méchanceté. » Son hypocrisie me donnait la nausée. Après avoir planifié méticuleusement mon assassinat et contracté des dettes frauduleuses pendant des mois, elle essayait maintenant de se faire passer pour une victime de circonstances désespérées. « Pilar ? Les 180 000 que vous devez ne sont pas apparus magiquement du jour au lendemain, répondis-je en gardant un ton calme qui contrastait fortement avec son hystérie. Vous avez contracté des prêts en pleine conscience, falsifié ma signature et utilisé mes biens comme garantie sans autorisation. Cela demande une planification délibérée,
pas un désespoir impulsif. Javier intervint en montrant le dossier complet de documents frauduleux que Béatrice avait rassemblés. Madame Vasquez, nous avons la preuve d'au moins 15 transactions financières distinctes effectuées au cours des 8 derniers mois en utilisant le patrimoine de Monsieur Moreno comme garantie non autorisée. Les yeux de Pilar se posèrent sur les documents avec une expression de désespoir croissant. Elle savait parfaitement que chaque papier représentait une preuve incriminante supplémentaire qui compliquait encore plus sa situation juridique. De plus, poursuivit Javier sans relâche, nous avons trouvé des photographies de biens familiaux avec des annotations manuscrites d'évaluation de marché et de date de vente prévue, tout cela de la main de votre mari. Adrian leva enfin la tête, les yeux rouges de larmes, et regarda directement Pilar. Nous ne pouvons plus nier quoi que ce soit, Pilar. Tout est documenté et enregistré. Nous avons complètement perdu. Tais-toi, Adrian, cria son épouse. Ne dis plus rien sans la présence d'un avocat. Il était trop tard pour toute stratégie de défense légale. Les preuves étaient accablantes et les confessions enregistrées éliminaient toute possibilité d'argumenter l'innocence ou des circonstances atténuantes. À ce moment de tension maximale, Elena apparut soudainement à l'entrée de la chambre. Elle avait pris le premier vol depuis Barcelone après que Béatrice l'avait appelée ce matin-là, lui expliquant partiellement la gravité de la situation familiale. « Papa, que se passe-t-il ici ?» demanda Elena avec une expression confuse en observant la scène, garde de sécurité, avocat, enregistrement et sa famille en plein effondrement émotionnel. « Elena, assieds-toi, s'il te plaît. Tu dois entendre quelque chose qui changera à jamais ta vision de ton frère, lui dis-je en lui indiquant une chaise loin du chaos qui entourait Adrian et Pilar. Roberto relança les enregistrements complets pour Elena, qui écouta en silence absolu les confessions détaillées d'Adrian sur ses plans d'assassinat et d'appropriation de mon patrimoine. Son visage passa progressivement du choc initial à l'horreur, puis à l'incrédulité, et enfin à une profonde tristesse qui me brisa le cœur. « Adrian, tu as vraiment planifié de tuer papa pour de l'argent ?» demanda-t-elle directement d'une voix brisée par l'émotion. Son frère ne put soutenir son regard et baissa la tête, honteux. « Elena, les choses se sont beaucoup compliquées. Nous devions de l'argent à des gens dangereux, nous ne voyons pas d'autre issue. Et moi, quel rôle je jouais dans vos plans ? Continua Elena avec une fermeté qui m'emplit de fierté. Selon ce que j'ai entendu dans ces enregistrements, vous comptiez me tromper sur les circonstances de la mort de papa et manipuler l'héritage. Pilar tenta d'interrompre avec des justifications désespérées, mais Elena la fit taire d'un geste autoritaire qui démontrait le caractère fort que j'avais toujours admiré chez elle. Je ne veux pas entendre tes explications, Pilar. Tu as participé à un plan pour assassiner mon père. Il n'existe aucune justification possible pour ça, déclara Elena avec une maturité émotionnelle dépassant largement celle de personnes bien plus âgées. Elena, ton père a changé son testament pour exclure complètement Adrian et te laisser comme unique héritière universelle, l'informa Javier en lui remettant une copie du document légal. Elena lut attentivement le testament avec un visage sérieux, analysant mentalement les implications de mes décisions prises au cours des derniers jours. « Papa, je comprends parfaitement pourquoi tu as pris cette décision », me dit-elle enfin en s'approchant de mon lit et en prenant ma main avec une tendresse sincère. Personne ne devrait avoir à affronter une trahison d'une telle ampleur de la part de sa propre famille. Son soutien inconditionnel me procura une sensation de soulagement émotionnel que j'avais désespérément besoin de ressentir depuis le début de ce cauchemar. Adrian, Pilar, je veux que vous sortiez immédiatement de cet hôpital et que vous ne vous approchiez plus jamais de papa, ordonna Elena avec une autorité naturelle qui imposa instantanément le respect. Vous avez causé assez de mal et de douleur. Elena, s'il te plaît, nous sommes une famille. Supplia Pilar dans une ultime tentative désespérée de manipulation émotionnelle. La famille ne planifie pas de meurtre pour de l'argent, répondit Elena avec une froideur absolue. Vous avez choisi de devenir des criminels. Maintenant, vous devez affronter les conséquences de vos choix. Les gardes de sécurité, suivant les instructions de Roberto, escortèrent formellement Adrian et Pilar hors de la chambre et de l'hôpital, avec l'ordre strict de ne pas leur permettre de revenir sans autorisation légale explicite. Le docteur Jiménez, je veux qu'il soit consigné officiellement dans mon dossier médical que Adrian Vasquez Ruiz et Pilar Vasquez Ruiz ont l'interdiction d'accéder à cette chambre ou à toute information concernant mon état de santé, demandai-je formellement. Parfaitement compris, Monsieur Moreno. Je vais immédiatement mettre à jour votre dossier médical avec ses restrictions d'accès, confirma le médecin en prenant des notes sur sa tablette. Une fois la chambre calmée et que nous fûmes seuls Elena, Javier,
Béatrice et moi je pus enfin respirer profondément et sentir que j'avais retrouvé le contrôle total de ma vie et de mon patrimoine. Papa, je suis vraiment désolé que tu aies dû traverser cette expérience traumatisante, me dit Elena, les larmes aux yeux. Jamais je n'aurais soupçonné que Adrian soit capable d'une telle chose. Et Elena, ni toi ni personne n'aurait pu anticiper cette trahison. Adrian et Pilar ont pris des décisions conscientes qui les ont conduits sur un chemin criminel. Tu n'as aucune responsabilité dans leurs actes. Que va-t-il leur arriver maintenant, demanda-t-elle avec la curiosité naturelle de connaître les conséquences juridiques que ses anciens proches allaient affronter. Javier déposera des plaintes pénales pour tentative d'homicide et fraude documentaire, lui expliquai-je. De plus, leurs créanciers privés lanceront des procédures de saisie lorsqu'ils découvriront qu'ils n'auront aucun accès à mon patrimoine pour régler leurs dettes. La justice suivra enfin son cours normal. 3 semaines plus tard, le 8 avril 2024, je reçus mon congé de l'hôpital avec un état de santé totalement rétabli. La pneumonie avait été surmontée avec succès et, ironiquement, tout le stress émotionnel causé par la trahison familiale n'avait pas affecté négativement ma guérison physique. Elena était restée à Madrid pendant toute cette période, travaillant à distance depuis Barcelone et coordonnant avec Javier tous les aspects juridiques liés au transfert patrimonial et au procès contre Adrian et Pilar. Papa, j'ai passé en revue en détail tous les livres comptables de Construcción Vázquez, m'informa Elena en organisant des documents sur la table de la salle à manger de notre maison familiale. L'entreprise est en excellente situation financière, mais je crois que nous devrions envisager de diversifier les investissements pour mieux protéger le patrimoine. Sa capacité professionnelle et sa vision stratégique m'impressionnèrent profondément. Pendant des années, j'avais sous-estimé son intérêt et sa compétence pour les affaires familiales, pensant à tort que sa carrière indépendante à Barcelone signifiait une déconnexion totale de nos activités. Elena, serais-tu intéressée à assumer progressivement la gestion directe de l'entreprise? Lui demandai-je directement, curieux de connaître ses aspirations professionnelles futures. Honnêtement, papa, je crois qu'il serait plus bénéfique de vendre Construcción Vázquez à des acheteurs sérieux et de réinvestir le capital dans des secteurs plus modernes et diversifiés, répondit-elle avec une vision d'avenir qui me surprit par sa maturité. Sa suggestion reposait sur une logique économique solide. À 68 ans, je n'avais plus l'énergie ni la motivation pour continuer à gérer activement une entreprise de construction, surtout après avoir découvert que mon héritier désigné l'avait utilisé illégalement pour garantir des prêts frauduleux. As-tu identifié des acheteurs potentiels? Demandai-je, intéressé par cette possibilité. Javier m'a mis en contact avec 3 groupes d'investisseurs spécialisés dans l'acquisition d'entreprises de construction établies, répondit-elle. Selon les évaluations préliminaires, Construcción Vázquez pourrait se vendre environ 2,4 millions. En tenant compte de notre historique de projet, des clients stables et des biens immobiliers. Le chiffre correspondait presque exactement aux estimations que Adrian avait mentionnées pendant ses confessions enregistrées. Ce qui ajoutait une ironie amère à toute la situation. Il avait bien calculé la valeur de marché de l'entreprise. Mais il ne recevrait jamais un seul euro de cette transaction. Pendant ces semaines de récupération, Javier nous tenait informés. Du développement des procédures judiciaires contre Adrian et Pilar. Les accusations de tentative d'homicide avaient été officiellement présentées au parquet. Soutenues par des preuves vidéo irréfutables et des témoignages professionnels du personnel hospitalier. Miguel, en plus des charges criminelles, nous avons lancé des actions civiles. Pour récupérer tout bien qu'ils auraient pu transférer avec des documents falsifiés. M'expliqua Javier lors d'une de ses visites hebdomadaires. Même si probablement nous ne récupérons pas beaucoup d'argent. Il est important d'établir des précédents légaux pour protéger ton patrimoine. Ont-ils essayé de te contacter directement ou par des intermédiaires? Lui demandai-je, curieux de leur réaction face aux vraies conséquences de leur crime. Et Pilar a appelé plusieurs fois mon bureau pour essayer de négocier un accord à l'amiable. Mais je lui ai expliqué clairement qu'il n'y avait aucune possibilité de négociation. Les accusations criminelles suivront leur cours normal, répondit-il avec une fermeté professionnelle absolue. Béatrice, qui avait été étonnamment forte pendant toute la crise familiale, commença à montrer des signes de soulagement et de renouveau personnel. La confirmation qu'Elena était totalement digne de confiance et loyale avait apaisé ses inquiétudes concernant l'avenir de notre patrimoine familial. Miguel, je crois que nous devrions profiter de cette nouvelle étape de nos vies. Pour faire des choses que nous avons toujours repoussées, me suggéra-t-elle un après-midi. Tandis qu'elle préparait du thé dans la cuisine. Nous avons la santé, nous avons des ressources économiques.
Et maintenant nous avons la tranquillité de savoir qu'Elena prendra soin de tout avec responsabilité. Sa suggestion me fit réfléchir à des opportunités que j'avais ignorées depuis des années. À cause des obligations de l'entreprise et des responsabilités familiales. Qui s'était révélé mal dirigé. Que as-tu en tête, Béatrice, lui demandai-je avec une curiosité sincère sur ses aspirations personnelles. Nous avons toujours parlé de voyager largement en Europe. De visiter des musées, de découvrir d'autres cultures. Mais nous ne trouvions jamais le bon moment. Maintenant nous pourrions planifier de longs voyages. Sans souci financier ni urgence professionnelle. L'idée me sembla extrêmement attirante. Pendant des décennies j'avais repoussé des expériences personnelles. À cause d'obligations professionnelles et familiales. Dont beaucoup étaient maintenant clairs comme des investissements émotionnels mal placés. Elena soutint avec enthousiasme la suggestion de ces voyages. Papa et maman devraient vraiment profiter de cette opportunité. Je peux coordonner la vente de l'entreprise et gérer tous les aspects légaux avec Ravière. Vous méritez de profiter de cette nouvelle étape sans soucis administratifs. Pendant les semaines suivantes, nous commençâmes à planifier sérieusement une série de voyages. Qui nous permettrait d'explorer des destinations que nous avions toujours voulu connaître. Elena coordonna avec des agences spécialisées dans les voyages pour personnes âgées. S'assurant que nous ayons des itinéraires confortables mais passionnants. Le 15 mai, Elena me présenta une offre formelle d'achat de Construcción Vázquez pour 2,35 millions. Faite par un groupe d'investisseurs catalans avec une excellente réputation. Et des références commerciales solides. Papa, j'ai complètement vérifié leurs antécédents financiers et leurs références professionnelles. Ils sont totalement fiables et offrent des conditions de paiement très favorables. 40% au moment de la signature du contrat et le reste en 6 versements mensuels. Avec des intérêts minimes. Elena, procède à la vente. J'ai une confiance totale en ton jugement professionnel et ta capacité à gérer cette transaction. Lui confirmai-je, ressentant une tranquillité totale de déléguer cette responsabilité à des mains compétentes et loyales. Pendant ce temps, les nouvelles concernant Adriane et Pilar arrivaient de temps en temps par des connaissances communes. Leur situation financière s'était fortement détériorée. Après que les prêteurs privés eurent découvert qu'ils n'auraient pas accès à mon patrimoine pour récupérer leurs prêts. Miguel, d'après les informations que j'ai reçues de contacts du secteur financier. Ils ont perdu leur appartement à cause d'une saisie hypothécaire. Et vivent maintenant dans une chambre louée à la périphérie de Madrid. M'informa Ravière lors d'une de nos réunions de suivi juridique. La Adriane a trouvé un travail stable, demandai-je avec une curiosité morbide. Sur la façon dont il affrontait les conséquences réelles de ses crimes. Là apparemment, il travaille comme livreur de nourriture à domicile. Pour une de ses applications mobiles. Ses antécédents criminels en attente ont compliqué énormément. Ses options de travail traditionnelles. La justice poétique de sa situation ne me donnait pas de satisfaction personnelle. Mais confirmait que les décisions ont des conséquences réelles et proportionnées. Adriane avait consciemment choisi le chemin de la trahison et du crime. Et maintenant il expérimentait directement les résultats de ses choix. Le 1er juin, nous signâmes officiellement la vente de Construcción Vázquez. Complétant ainsi ma transition définitive vers la retraite complète. Et me libérant de toute responsabilité d'entreprise qui m'attachait à Madrid. Le 3 décembre 2024, pendant que l'avion décollait de l'aéroport de Madrid-Barajas en direction de Rome. Je sentis une libération émotionnelle que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Elena était assise à côté du hublot, révisant notre itinéraire de voyage de 2 ans. Qui incluait 15 pays différents à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Papa, notre première destination sera Rome pendant 2 semaines. Ensuite Florence, puis Paris et en janvier nous serons en Suisse pour skier. M'expliqua-t-elle avec un enthousiasme sincère en me montrant les réservations d'hôtels sur sa tablette. Pendant les 8 mois écoulés depuis ma sortie de l'hôpital. Ma vie avait subi une transformation totale qui dépassait mes attentes les plus optimistes. La vente de Construcción Vázquez pour 2,35 millions. Avait donné une sécurité financière absolue pour le reste de nos vies. Et surtout, avait éliminé toute connexion matérielle avec les trahisons du passé. Elena s'était montrée une gestionnaire exceptionnelle de nos ressources. Diversifiant intelligemment les investissements et créant des fonds de réserve. Qui garantissaient des revenus passifs stables pour des décennies. Sa compétence professionnelle avait largement dépassé mes attentes initiales. Elena, je veux te remercier d'avoir géré si professionnellement. Toute la transition de l'entreprise et les affaires légales.
lui dis-je sincèrement alors que l'avion atteignait son altitude de croisière. Sans ton soutien et ta compétence, je n'aurais jamais réussi à résoudre cette crise familiale aussi bien. Papa, j'ai toujours su qu'un jour nous devrions affronter des situations difficiles en tant que famille. Mais je n'ai jamais imaginé qu'elles seraient aussi extrêmes, répondit-elle avec une réflexion mature. L'important est que tu as découvert la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard pour te protéger. Pendant les premiers mois après l'hôpital, Elena et moi avions développé une relation père-fille beaucoup plus profonde et authentique que celle que nous avions eue pendant des années. Son soutien inconditionnel pendant la crise avait révélé des qualités personnelles que j'avais sous-estimées à cause de la distance géographique et de nos contacts rares. Les procès contre Adrian et Pilar avaient suivi leur cours normal. En octobre, ils avaient tous deux été condamnés pour fraude documentaire et tentative d'homicide. Adrian reçut une peine de 4 ans de prison, tandis que Pilar fut condamnée à 3 ans pour complicité criminelle. Javier m'informa la semaine dernière que les saisies judiciaires avaient permis de récupérer environ 35% des biens qu'ils avaient acquis avec des prêts frauduleux. Elena me l'avait raconté pendant nos préparatifs de voyage. Ce n'est pas une somme très importante, mais cela établit des précédents légaux importants. La justice avait complètement prévalu. Même si les conséquences émotionnelles de toute cette expérience continueraient avec moi de façon permanente. J'avais perdu un fils, mais j'avais gagné une compréhension profonde sur la loyauté authentique et la vraie valeur des relations familiales honnêtes. Pendant notre vol vers Rome, je réfléchissais aux changements fondamentaux dans ma perspective sur la famille, l'argent et le but de la vie. La trahison d'Adrian avait été dévastatrice. Mais elle avait aussi été un catalyseur pour découvrir des forces personnelles que je ne savais pas que j'avais. Et pour apprécier sincèrement les personnes qui méritaient ma confiance et mon affection. Papa, regrettes-tu un jour les décisions que tu as prises concernant Adrian ? Me demanda Elena avec une curiosité sincère sur mes processus émotionnels intérieurs. Elena, les décisions que j'ai prises étaient les seules possibles pour protéger ma dignité et ma survie réelle. Lui répondis-je avec une conviction totale. Adrian a consciemment choisi de devenir mon ennemi quand il a planifié mon assassinat. Moi, j'ai simplement répondu de manière appropriée à cette menace. Mais tu crois qu'il essaiera un jour de te contacter à nouveau, continua-t-elle en demandant. Depuis la prison, il a envoyé plusieurs lettres à travers des intermédiaires. Mais toutes ont été interceptées par Javier selon mes instructions spécifiques, lui expliquai-je. Je n'ai aucun intérêt à lire des excuses ou des justifications de quelqu'un qui a essayé de me tuer pour de l'argent. Elena hocha la tête avec compréhension. Sa maturité émotionnelle pour gérer des situations familiales complexes continuait à m'impressionner et renforçait ma confiance en l'avoir choisie comme unique héritière. Pendant nos premiers jours à Rome, nous avons ressenti une sensation de liberté et de renouveau qui avait été absente de nos vies pendant des années. Nous avons visité le Colisée, les musées du Vatican, la fontaine de Trévi. Et nous avons profité de longs repas dans des restaurants traditionnels. Sans aucune pression de temps ni inquiétude financière. Et Miguel, je ne me rappelle pas la dernière fois où je me suis senti aussi détendu et optimiste pour l'avenir. Me confia Béatrice un après-midi en marchant dans les rues pavées de Trastevere. C'est comme si nous avions retrouvé une jeunesse que nous croyions perdue. Son observation reflétait parfaitement mes propres sentiments. À 69 ans, je me sentais plus énergique et plein d'espoir que durant la décennie précédente, quand je portais inconsciemment le poids de relations familiales toxiques et d'attentes mal dirigées. Elena avait organisé notre itinéraire pour inclure des expériences culturelles enrichissantes, des aventures gastronomiques et assez de temps libre pour du repos et de la réflexion personnelle. Sa planification minutieuse nous permettait de profiter de chaque destination sans stress logistique ni soucis administratifs. Pendant les nuits dans des hôtels luxueux, je réfléchissais souvent au contraste dramatique entre ma situation actuelle et ce qu'aurait été mon destin si Adrian avait réussi à exécuter son plan meurtrier. Au lieu de profiter de voyages autour du monde avec des personnes qui m'aimaient vraiment, j'aurais été mort et mon patrimoine aurait été volé par des criminels qui avaient trahi ma confiance paternelle. Papa, je crois que cette expérience traumatique, bien que douloureuse, t'a finalement libéré d'obligations familiales qui te limitaient depuis des années. Observa Elena pendant un dîner dans un restaurant avec vue sur le Panthéon romain.
Sa perspective était profondément juste. Pendant des décennies, j'avais investi de l'énergie émotionnelle et des ressources financières dans des relations qui se sont révélées fondamentalement fausses, tout en sous-estimant des liens authentiques qui méritaient plus d'attention et de soins. Elena, mon seul regret est de ne pas avoir reconnu plus tôt ta loyauté authentique. Et d'avoir permis à Adrian de monopoliser autant de mon attention pendant des années. Lui avouai-je honnêtement. L'important, c'est que maintenant nous avons un temps illimité pour renforcer notre relation et créer des souvenirs positifs ensemble. Répondit-elle avec une sagesse émotionnelle qui me toucha profondément. Pendant que nous planifions nos futures destinations pour les 2 prochaines années, je ressentis une gratitude profonde envers la vie. Pour m'avoir donné une seconde chance de vivre un vrai bonheur. Et des relations familiales basées sur un amour authentique plutôt que sur des attentes financières. La trahison d'Adrian, paradoxalement, avait été le cadeau le plus précieux que je pouvais recevoir. Ma propre libération vers une vie pleine, authentique, et entourée uniquement de personnes qui méritaient ma confiance et mon affection. À 69 ans, j'avais finalement commencé à vraiment vivre. Si cette histoire t'a plu, mets un like à la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et partage tes impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, clique sur la boîte à gauche. Merci de nous avoir regardés.